L'histoire que je vais vous raconter se trouve très ancienne. Il y a des personnes qui relatent de nombreux récits qui se passent sur la Terre. Mais celle-ci est particulière et peu ordinaire puisqu'elle se déroule dans la Manche, sous l'eau. Certaines personnes vous diront qu'il n'y a rien à découvrir sous la surface des mers et des océans, et d'autres, en particulier les marins, vous prétendront le contraire. Et c'est le cas pour Barnabé, qui vit à Veules-les-Roses, en Seine-Maritime. Veules-les-Roses est un village niché depuis le IVe siècle au creux d'une valeuse. C'est d'ailleurs l'un des plus anciens bourgs du pays de Caux. Ses ruelles au charme intemporel et son bord de mer continuent aujourd'hui comme autrefois à attirer de très grandes personnalités. Barnabé est à la retraite et vu l'actualité du moment, il est bien content d'y être. Un soir, il raconta aux enfants qu'il avait rencontré un dauphin dans la Manche. Ces cétacés sont ceux qui connaissent le mieux les fonds marins. Mais vous allez me dire que les animaux ne parlent pas. Pourtant, ce soir-là, Barnabé rentrait chez lui d'une journée bien épuisante. Il avait pêché du hareng et de la dorade grise. Sur la route du retour, il croisa cet animal qui n'était pas comme les autres. Devant lui, il sautillait. « Et pousse-toi de là !» s'écria Barnabé. « Sur Terre, les automobilistes n'hésiteraient pas à écraser des poulets. Mais moi, je n'aime pas faire de mal aux bestioles. Tu m'entends, le dauphin ?»« Bien sûr que je t'entends. »« Comment ? Tu parles ?» Eh oui, ce dauphin parlait. Il l'informa que dans les fonds marins, on y trouvait des arbres qui demeuraient toujours verts et des vergers florissants. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, on y dénichait également des châteaux remplis de cristaux. Leurs jardins étaient parsemés de perles et les fruits étaient aussi rouges que des rubis. Dans ce monde, on pouvait y rencontrer un roi, et non un président comme en France, qui se croit, parfois, le seul à tout savoir. Auprès de ce roi se tenait une femme extrêmement belle. C'était son épouse. C'était la reine. Et cette femme n'arrivait pas de n'importe où. Elle venait de France, exactement de Veules-les-Roses. Il y a donc fort longtemps, ce monarque des mers, un matin, tomba amoureux d'une jeune fille qui chantait sur la plage de Veules-les-Roses et qui ramassait des galets. Il savait qu'elle était humaine et que pour obtenir son cœur, il devrait renoncer à une autre épouse qu'il avait choisie auparavant, la fille du roi des volcans dans le Massif central. Le roi des volcans, en apprenant la nouvelle, se mit en colère. Comment pouvait-on abandonner et faire pleurer son enfant ? Il envoya dans le fond des mers des torrents de boue empoisonnée, des nuages de cendres accompagnés de coups de tonnerre. Puis, il se calma et proposa au roi des mers un pacte. « Tu as humilié ma fille pour une simple mortelle. Comment peux-tu préférer l'éphémère à l'éternel ? Le monde des humains vit dans l'ignorance. Il se croit seul sur cette terre. Mais il oublie trop souvent l'étendue de nos pouvoirs naturels. Tu t'apercevras bientôt de ton erreur, roi des mers. Toi et ta femme vivrez un millier d'années. Passé ce délai, je vous ferai rôtir dans des eaux plus brûlantes que ma lave ardente, à moins que tu décèles une conjointe prouvant que son amour est plus fort que l'image qu'elle se donne de la mort, qu'il est fidèle, éternel et résiste à toute tentation. » Persuadé qu'il mettrait son exécution à l'œuvre, le roi des mers chercha avec acharnement une femme capable d'aimer quelqu'un plus que sa propre existence. Il eut beau parcourir le monde, il n'en aperçut aucune. Il y en avait bien qui s'affirmaient courageuses, mais à la moindre étape à surmonter, elles oubliaient leurs promesses et leurs fiancés. « Par tous les océans, certains osent se dire dévoués, mais s'évaporent dès qu'un nouveau prétendant lui offre un bijou. N'y en a-t-il pas une seule capable d'aimer plus que sa vie ? Ah mon amour, je vais devoir me résigner à l'idée de mourir quand le délai du roi des volcans sera écoulé. » Une année avant la fin du délai, une femme,
au nom d'Eulalie, venait d'émettre son amour pour Clovis, qui n'était rien. Eulalie était l'enfant d'un riche poissonnier à Granville. Nombreux sont ceux qui sont venus lui demander sa main en lui offrant des robes de satin, des bijoux, des roses. Eulalie aimait son amoureux plus que tout. Son père n'appréciait pas son choix, mais il comprit que Clovis possédait des qualités de cœur pour combler sa fille de joie. L'argent contribue peut-être au bonheur, mais il ne le construit pas, songea le daron. Il organisa un beau mariage. La veille de l'événement, les amoureux partirent se promener sur la plage de sable fin à Veules-les-Roses. Le soleil se coucha doucement à l'horizon. Ensemble, ils écoutèrent le bruit des vagues et admiraient les coquillages déposés par la marée. Soudain, ils remarquèrent un navire aux voiles satinés, amarré à un rocher. « Ce bateau me fait peur, » affirma Eulalie. « Pourquoi ? Il n'était pas là tout à l'heure. »« Bonsoir, jolie demoiselle, » lâcha une voix dans le dos des tourtereaux. « Et bonsoir, joli pêcheur. » Surpris par cette apparition brutale, ils découvrirent une femme très belle qui parlait et les regardait avec tendresse. Elle ajouta : « Je dois me rendre sur ce bateau. Je ne peux pas marcher sur les flots. Joli pêcheur, aurais-tu la courtoisie de m'y amener en barque ? Tu en seras gentiment récompensé. » Eulalie n'eut pas le temps de protester. Clovis, son amoureux, s'était précipité à rendre service à l'inconnu. Ses yeux n'étaient pas fixés sur sa beauté, mais plutôt sur la bourse qu'elle tenait dans sa main, et qui résonnait de 1000 écus. N'ayant jamais d'argent pour offrir quoi que ce soit à sa bien-aimée, l'occasion était inespérée. « Attends-moi sur la plage, » dit Clovis. « Je serai bientôt de retour. » Eulalie le vit s'en aller avec l'étrangère. Elle était anxieuse, et ses sentiments furent prouvés. Bien que le navire, aux voiles satinées, n'était pas loin, la barque où Clovis était disparut comme par enchantement sous ses yeux. À la place, une bande de dauphins cria et sauta. Eulalie se rendit sur une falaise d'où elle pouvait distinguer à son aise l'horizon. C'est alors qu'elle découvrit Clovis. Il était monté sur le pont d'un bateau et embrassait sur les lèvres la belle inconnue. Triste, Eulalie se lamenta. Comment avait-il pu oser la trahir ainsi dans son dos ? Ne l'aimait-elle pas assez ? « Cesse de pleurer. Tu as bien failli épouser un homme qui ne te mérite pas, » lâcha une voix. La jeune femme sentit une main sur son épaule. Elle était douce et ferme à la fois. Elle n'avait aucune envie de se retourner, mais contrairement à ce qu'elle croyait, il pouvait faire d'elle ce qu'elle voulait. « Ne t'inquiète pas. Moi, je t'aime depuis très longtemps. Je suis un roi très puissant, et je peux t'offrir des trésors venant du fond des mers que tu ne peux pas imaginer. Avec moi, tu deviendras reine des océans. Nous nous marierons et aurons des enfants. Ta vie de mortel se transformera en celle d'immortel, car nous régnerons sur l'univers jusqu'à la fin des temps. » Eulalie, tenue au langage du roi des mers, vit fleurir sur la plage de Veules-les-Roses des galets semés en pierres précieuses. Un bouquet de roses apparut subitement dans ses mains. Quand elle se retourna, elle n'aperçut personne. Pourtant, elle ressentait sa présence. Affolée, elle acclama : « Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Pourquoi cherchez-vous à m'éloigner de mon fiancé ? Que vous le vouliez ou non, je l'épouserai demain matin. » « Petite insolente, je suis le roi des mers. Je suis si riche et si puissant qu'aucune mortelle ne peut résister à mes demandes. Je t'ai choisi pour fiancé, et même si tu ne le souhaites pas, je saurais bien t'y forcer. Quant à ce marin auquel tu désires t'accrocher, je peux l'engloutir tout de suite avec sa belle sur son bateau. »« Non, ne faites pas ça !» Le roi des mers arracha le bouquet des mains à Eulalie. Du haut de la falaise, il le lança dans la Manche. Aussitôt, la mer s'agita et les vagues s'élevèrent. Les écumes moussèrent et des remous virevoltèrent. Le vent se leva, des nuages noirs se pointèrent et la foudre tomba sur la mer. Eulalie hurla de douleur quand elle vit le navire aux voiles satinées sombrer au fond de l'eau. Clovis venait de mourir avec l'étrangère. Elle se laissa chuter au sol. Le roi des mers apparut physiquement à ses côtés et la prit dans ses bras pour l'amener dans les profondeurs ténébreuses de la Manche. Quand elle se réveilla,
Eulalie était allongée sur un lit au drap fait de satin dans un magnifique palais marin. Des servantes marchaient silencieusement. Elles portaient toutes un voile blanc. Des méduses et des anémones dansaient au son d'une flûte. L'univers était magique, féerique. Comment arrivait-elle à vivre ainsi sous l'eau? Le souverain fit son entrée et vint à ses côtés. « Bienvenue à toi. Tu te trouves actuellement dans mon château, et dès demain, tu deviendras la reine de ces eaux. Tu oublieras vite ta terre, tes proches et ton fiancé. Je te comblerai tellement d'amour que tu te sentiras obligé de m'aimer. » Il lui tendit la main, mais la jeune femme ne la prit point. Elle en avait plus qu'assez de son arrogance. Il l'emmena tout de même dans une pièce où l'on y percevait des colonnades de coraux magnifiques, des perles incrustées dans des meubles sculptés dans les rochers. Eulalie crut rêver en voyant telle beauté. Elle s'émerveilla aux nymphes qui dansaient devant des fleurs aux coquillages amoncelés, des fruits débordant des corbeilles dorées, ou des pierres ardentes scintillant comme des braises incandescentes d'un bon feu de cheminée. « Viens avec moi pour régner sur tout cet empire. » Eulalie recula et déclara d'une toute petite voix. « Majesté, je vous remercie pour votre accueil. Cependant, j'ai un jour donné mon cœur à un pauvre pêcheur. Je ne cesserai jamais de l'aimer, même s'il n'est plus de ce monde. Sachez, en tout cas, que je suis prête à le suivre dans la mort, et peu importe tout votre or. » Quand elle eut fini son discours, elle se précipita dans une autre pièce et fit face à des poissons volants parmi des arbres aux feuilles argentées. Eulalie s'installa sur un banc. Elle cacha son visage dans les mains. Elle n'aimait pas montrer son chagrin, quand soudain, dans son dos, elle reconnut une voix. « Arrête de pleurer, je vais te ramener à ton fiancé. Tout est terminé. Grâce à toi, nous avons prouvé au roi des volcans que l'amour humain est plus grand et fidèle qu'il ne le pensait. Mon époux, le roi des mers, pourra m'aimer autant qu'il le désire. Nous ne pouvons que te dire merci. » Eulalie reconnut l'étrangère de la plage de Vol-les-Roses. Celle-ci raconta toute son histoire d'amour avec le roi des mers. Les souverains ramenèrent les jeunes passionnés dans leur village en bord de Manche. Tout le monde croyait qu'ils étaient morts. Le mariage avait donc été annulé. En retrouvant sa fille, le beau-père de Clovis organisa une noce hors du commun. Cette fois, ils s'amusèrent et dansèrent jusqu'au bout de la nuit. Cependant, jamais, ils ne contèrent ce qu'ils avaient vécu au fond de la Manche. Personne ne connaîtrait cette histoire, si un dauphin trop curieux ne l'avait un jour racontée à un marin solitaire, qui s'empressa de la partager à tous les matelots et enfants qu'il croisait. Et c'est ainsi, chers amis, que mon conte fantastique se termine. Il y a des mystères qu'il est préférable de ne pas déceler. On pourrait croire que la magie n'existe pas, et pourtant, elle demeure en chacun de nous.